Bonjour à toutes et bienvenue dans le débat du 12-15. L'Union africaine, héritière de l'OUA, l'Organisation de l'Union africaine, prône l'unité, la paix et le développement. Pourtant, beaucoup dénoncent un manque de clarté dans ses positions, son inefficacité face aux crises et sa proximité avec certains pouvoirs. L'UA porte-t-elle une idéologie claire ou entretient-elle au contraire une posture ambiguë entre idéal panafricain et réalité politique? L'Union africaine, une idéologie ambiguë, c'est le thème du débat du 12-15. Et pour en parler, je reçois M. Brice Mombo, il est enseignant d'histoire-géographie. Monsieur, bonjour. Bonjour, M. Bonheur. Merci de nous faire le plaisir d'être à nouveau des nôtres. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie. Et à ses côtés, M. Jean-Paul Auger-Olomo, spécialiste en relations internationales. Monsieur, bonjour. Bonjour et merci pour l'invitation. Merci d'être parmi nous. Monsieur, d'entrée de jeu, quelle est l'idéologie fondatrice de l'Organisation de l'Union africaine? Bon, il faut déjà retenir que l'Organisation de l'Unité africaine, à l'époque de l'OUA, est née de deux groupes. Le groupe de Casablanca, qui est plus qui voulait une fédération, le groupe de Casablanca avec le Kwame Nkrumah, Nasser, et le groupe de Monrovia, qui était pour une forme de coopération avec les anciens pays colonisateurs. Mais aujourd'hui, lorsque nous observons dans le fond, on a comme une forme de non-idéologie, n'est-ce pas, qui oriente la politique de l'Union africaine, si ce n'est parfois la condamnation des coups d'État sans une réelle force militaire, n'est-ce pas, pour imposer les droits démocratiques dans certains pays africains. Monsieur Olomo, le rêve de l'unité africaine porté par Kwame Nkrumah est-il encore visible aujourd'hui dans l'Union africaine actuelle? Non, et pour une raison principale, c'est que le contexte géopolitique mondial a évolué. Si dans les années 60, il y avait, au-delà de la volonté d'unir les Africains vers un développement coordonné des différents pays et surtout aussi accompagner les pays qui continuent la lutte pour leur indépendance. Il faut bien se rappeler qu'à cette époque-là, les pays lusophones comme l'Angola, le Mozambique, le Cap-Vert ou encore le régime d'apartheid qui sévissait en Afrique du Sud existaient encore. Donc il y avait aussi une volonté à la fois d'aider ces pays-là à obtenir leur émancipation et leur indépendance, évidemment, dans le contexte aussi de la guerre froide entre le bloc socialiste Est et le bloc capitaliste Ouest. Et donc, on voit bien qu'aujourd'hui, on n'est plus dans cette configuration-là. Pourquoi? Parce qu'on revient encore on sort de la période des grands blocs et on revient un peu où les nations avaient quelque peu transféré une partie de leur souveraineté à de grands blocs supranationaux. On revient maintenant plutôt à la période des années 30 où les États reprennent la totalité de leur souveraineté. Mais justement, monsieur Jean-Paul Olomo, j'ai envie de vous demander à quel moment l'idéologie panafricaine a-t-elle été, je dirais, vidée de sa substance? Elle a été vidée de sa substance dans la mesure où déjà la plupart des dirigeants ne se sont réellement pas entendus sur une vraie vision commune de ce qu'est l'Organisation de l'Unité africaine, puis de ce qu'est devenue l'Union africaine. Il faut bien comprendre que la mue au sein de l'organisation était beaucoup plus une mue organisationnelle, structurelle, mais organisationnelle, mais structurelle non. La structure en elle-même est toujours restée telle qu'elle. Or, il faut bien comprendre que entre 1960, puis lorsqu'on passe dans les années 70, le monde évolue, puis dans les années 90 et 2000, et cette organisation qui a gardé la même structure ne s'est pas adaptée aux évolutions de son époque. Et c'est ce qui explique aujourd'hui son incapacité à pouvoir répondre aux véritables enjeux qui s'opposent aux nations qui composent l'Union africaine aujourd'hui. Monsieur Brice Mombo, l'Union africaine aujourd'hui représente-t-elle suffisamment les peuples africains? Bon, l'Union africaine ne représente pas les peuples africains. Il suffit de voir le mode de financement de cette structure qui est en majorité financée, n'est-ce pas, par l'Union européenne et certains autres bailleurs de fonds. Déjà, le siège même d'Addis Abeba a été construit par la Chine. Vous voyez bien que l'Afrique a du mal à s'assumer. Pour être fort, il faut que les gens se soudent, se mettent ensemble et acceptent de cotiser. Ne leur cote pas pour faire avancer l'institution, n'est-ce pas, panafricaine.
M. Olomo, vous disiez que l'institution a eu du mal à s'adapter aux évolutions. De quoi s'agit-il concrètement? Bon, d'abord, la première chose, et je rebondis exactement sur ce que le professeur venait de dire, c'est déjà qu'elle ne s'est jamais dotée des moyens de ses ambitions. L'Union africaine reste une organisation extrêmement dépendante des partenaires extérieurs. Il faut savoir qu'à peu près 30% des États contribuent au financement de l'Union africaine et 70% proviennent de ce qu'on appelle des bailleurs de fonds extérieurs. On a l'Organisation des Nations Unies et l'Union européenne, qui sont les principales organisations, mais des pays, on en a 5. On a l'Allemagne, la France, la Chine, les États-Unis et l'Allemagne. Donc ce sont ces pays-là qui contribuent au budget de l'Union africaine. Et puis, la deuxième chose, c'est que donc, faute de moyens, elle est donc obligée de dépendre de ces bailleurs de fonds extérieurs qui ont donc une influence sur son fonctionnement et donc sur les orientations que l'Union africaine prend. Et donc tout ça aussi ne permet pas véritablement à l'Union africaine d'être optimale et d'atteindre les objectifs qui lui ont été assignés. Justement, les objectifs qui lui ont été assignés, vous le disiez à l'instant, au départ, il était question d'accompagner les États. Or, on voit bien dans le contexte actuel plusieurs États qui ont connu parfois des changements de régime anticonstitutionnels. Au moment où l'Union africaine veut jouer son rôle, parvient-elle justement à accompagner ces États ou bien elle rencontre des résistances? Accompagner les États, elle n'en est pas d'abord capable, dans le fond. Et puis, rencontrer des résistants, moi je ne parle pas de résistants, je dirais plutôt d'indifférence. Comment devrait-elle agir? Elle devrait plutôt. Le problème avec l'Union africaine, c'est que son fonctionnement, elle ne peut pas se départir de l'influence des chefs d'État. C'est-à-dire qu'elle ne peut rien décider sans les chefs d'État. Or, les chefs d'État ont tendance à penser d'abord en fonction de leurs intérêts propres et non pas en fonction de l'intérêt de l'organisation ou de l'intérêt du continent lui-même. Et l'Union africaine continue à fonctionner sur la base de l'association des intérêts particuliers des chefs d'État. Or, avec la quarantaine d'États qui composent le continent africain, la quarantaine de chefs d'État et de gouvernement, il n'est techniquement pas possible d'obtenir un consensus lorsqu'il s'agit de tracer des politiques à moyen ou long terme. Et c'est ça, véritablement, d'abord, qui bloque l'Union africaine. Et puis la deuxième chose, c'est que les chefs d'État ont toujours vu l'Union africaine comme un adversaire ou un concurrent par rapport à leur influence dans leur pays propre. Et donc, ils ont toujours rechigné à transférer tout ou partie de leurs compétences ou tout ou partie de leur souveraineté à l'Union africaine parce qu'ils craignent que si le transfert, ils ne soient plus le maître de leur propre destin dans leur pays. Et donc, ça a toujours expliqué la raison pour laquelle ils ont traîné des pieds. Après, ils ont voulu, à un moment, aborder le problème en essayant de mimer ce qui se fait en Europe. C'est-à-dire que les Européens, après la Seconde Guerre mondiale, se sont dit que si la politique nous a amenés à la guerre, eh bien, peut-être que l'économie et la paix vont nous emmener à la l'économie et la prospérité vont nous emmener à la paix. Et donc, l'Union africaine a essayé de se dire qu'en essayant de développer le plan économique, peut-être que cela devait faire avancer véritablement l'institution. Mais on se rend bien compte aujourd'hui que ça ne marche pas non plus parce que le projet phare, qui est la zone de libre-échange économique, n'a toujours pas été mis formellement sur pied. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on a encore des gouvernements qui traînent des pieds par rapport au fait que... Des gouvernements qui ont du mal à suivre. Monsieur Brice Mombo, Monsieur Olomo le disait à l'instant, on voit bien un tableau sombre de la capacité de l'institution à pouvoir atteindre ses objectifs. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi une influence géopolitique qui ne lui permet pas justement de jouer pleinement son rôle? Quand on regarde un tout petit peu le sommet entre les États-Unis et 5 pays africains, dont le Gabon d'ailleurs y a pris part, les pays africains qui ont pris part à ce sommet ne sont pas allés parler au nom de l'Afrique, mais plutôt au nom de leur pays propre. Donc aujourd'hui, quels sont les moyens qu'a l'Union africaine pour défendre les positions du continent de façon globale face, par exemple, aux autres grandes puissances, par exemple? Bon, malheureusement, l'Union africaine n'a pas les moyens, n'est-ce pas, notamment financiers, et même politiques ou diplomatiques pour, n'est-ce pas, faire converger les énergies au niveau du continent. Parce que déjà, il faut reconnaître qu'il n'existe pas une Afrique. Il existe des Afriques, n'est-ce pas, chacun avec ses problèmes. Mais ce qui reste à faire, c'est de repenser la structure de manière fondamentale.
et acceptent de cotiser en y créant des commissions agriculture, commission zone économique. Par exemple, la zone d'Uncock, je vais embrayer, la zone d'Uncock peut servir de modèle pour l'Afrique centrale, n'est-ce pas? Il nous faut plusieurs zones économiques spéciales, n'est-ce pas, pour booster l'économie. Mettre aussi en place, n'est-ce pas, de zones où les tarifs douanières, n'est-ce pas, les tarifs douaniers, autant pour moi, sont, n'est-ce pas, exclus. Ça permet d'attirer des capitaux, des IDE, des investissements directs à l'étranger, afin, n'est-ce pas, de tirer la croissance vers le haut. Afin de tirer la croissance vers le haut. Alors, M. Olomo, quand on parle d'intégrer le G8 ou le G9 où les grandes décisions du monde sont prises et que l'Afrique a du mal à trouver un leader pour parler en son nom, lorsqu'on parle d'avoir des sièges au Conseil de sécurité de l'ONU, ce sont aujourd'hui des défis que l'Union africaine doit pouvoir relever pour avoir un peu plus d'influence? Non, malheureusement, le défi auquel vous faites allusion, c'est un défi qui dure depuis les années 90. À l'époque, Boutros-Ghali, secrétaire général des Nations Unies, avait bien compris qu'avec la chute du mur de Berlin et l'effondrement du bloc socialiste, eh bien, il fallait donc, si tu veux, le monde géopolitique tel qu'on l'avait connu depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale était terminé. Et donc, il fallait donc tenir compte de cette nouvelle réalité-là pour revoir même la composition de l'organisme des Nations Unies, donc le Conseil de sécurité, et revoir même la manière dont devraient être régies les relations internationales. Malheureusement, ça n'a jamais bougé depuis là. Pourquoi? Parce que pour la simple raison, par exemple, de l'extension du nombre de membres permanents au Conseil de sécurité, tout ajout d'un nouveau membre doit être validé par les 5 membres permanents ici présents. Or, par exemple, si vous dites, on l'a vu en Asie, par exemple, les États-Unis voulaient que le Japon ait un fauteuil de membres permanents, étant donné le passif lourd entre les Japonais et les Chinois ont refusé. Les Britanniques avaient proposé que les Allemands, par exemple, en Europe, aient un siège de membre permanent, chose que les Français ont toujours refusé, parce que les Français, au sein de l'Union européenne, voient d'un très mauvais œil le fait que l'Allemagne puisse avoir un siège de membre permanent, parce que ça pourrait remettre en doute, si vous voulez, la puissance de domination de la France par rapport à l'Allemagne. Qu'est-ce qui retient l'intégration de l'Afrique? Il y a aussi ce questionnement qui se pose sur le continent africain. On le voit bien aujourd'hui. Quel est le pays qui, aujourd'hui, porte le continent, sur lequel on pourrait s'asseoir ou décider que c'est le modèle? L'Afrique du Sud, par exemple. Mais ça, c'est uniquement sur le modèle de l'Afrique australe. Les pays d'Afrique australe, oui, se reconnaissent comme leader. L'Afrique du Sud, comme ceux de l'Afrique de l'Ouest, portent en leader le Nigeria. Mais les pays d'Afrique du Nord auront tendance à regarder un peu plus vers l'Égypte ou un peu plus vers le Maroc. Mais donc, on voit bien qu'en fonction des pays où on est, dans l'Afrique de l'Est, c'est le Kenya, par exemple, qui porte la dragée haute. Donc, on voit bien qu'en fonction des Afriques dans lesquelles on se trouve, eh bien, on a un leader qui est différent. Et ces différents leaders-là ne parviennent pas à accepter le leadership d'un pays au nom de tous les autres. Donc, il y a déjà ça. Et puis, la deuxième chose aussi, c'est le fait que en réalité, un des autres problèmes de l'Union africaine, c'est le manque de transparence dans son fonctionnement. Aujourd'hui, en tant que citoyen africain, vous n'avez pas la possibilité de savoir comment est-ce que sont utilisées les ressources qui sont octroyées à l'Union africaine. Les Africains ne savent pas. Les Africains ne connaissent pas le budget de l'Union africaine et ils ne connaissent pas quels financements sont apportés aux différents programmes qui existent au sein de l'Union africaine, alors que ces choses-là devraient être transparentes. Il y a un réel problème de gouvernance. Il y a un problème de gouvernance au sein de l'Union africaine, et donc tout ça ne concourt pas au fait qu'il puisse y avoir un rapprochement entre les différents peuples et cette institution-là, et encore moins entre les États et cette institution. Monsieur Brice Mombo, est-ce que... Je voulais compléter. Oui, vous avez juste posé la question. Est-ce qu'il n'est pas judicieux aujourd'hui de passer aussi par les zones sous-régionales? Mais c'est la solution. Sauf que même dans les grands blocs d'Afrique centrale, la CEMAC, parce que pour le cas de la CEMAC, ça a du mal à avancer. Mais il faut aller vers des tout petits groupes de 2 ou 3 États. Et on peut créer des zones de coprospérité. Je prends le cas du Cameroun et du Gabon. On peut créer des zones de coprospérité afin, n'est-ce pas, que le Gabon gagne en ayant vendu certains produits, en allant vendre certains produits au Cameroun et vice-versa pour le Cameroun. Mais aller vers des grands blocs, je suis toujours un peu frileux parce que l'expérience a montré que les Africains ont du mal à s'entendre sur cette question. Et je vais revenir sur ce que disait M. Olomo, c'est que l'Afrique n'a pas su saisir
le changement, le changement du monde tel qu'il est aujourd'hui. On est parti d'un monde bipolaire à un monde unipolaire en 2001. Entre 1991 et 2001, on est dans un monde unipolaire. On est dans un monde multipolaire. Et l'Afrique, par rapport aux propositions, n'est-ce pas, de Kofi Annan, l'Afrique a eu du mal à s'entendre sur la question des représentants africains au Conseil de sécurité. L'Égypte, le Nigeria, l'Afrique du Sud ont eu du mal à trouver un consensus. En fait, on a du mal toujours à, n'est-ce pas, rentrer dans l'histoire. Je n'aime pas trop cette expression, ça cause des débats, mais il faut à un moment donné que les gens apprennent à s'effacer derrière leur petite souveraineté et créer, n'est-ce pas, une souveraineté africaine. Même si c'est des projets qui vont voir le jour dans 100 ans, mais il faut tout de même essayer. Il faut véritablement aller vers ces progrès-là. Et vous le disiez, la question de l'autonomie, de la souveraineté aussi sur le plan économique reste fortement d'actualité. Une dernière question, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Pourquoi l'Union africaine réagit-elle de façon différente dans des pays qui sont en crise? Elle ne réagit pas toujours de la même façon d'un pays à l'autre. Est-ce que c'est là aussi une sorte d'ambiguïté dans son idéologie propre ou une incohérence entre ces textes et la pratique sur le terrain? Monsieur Olomon l'a dit tout à l'heure en début d'émission. La réalité, c'est que si vous prenez les pays de l'AES, n'est-ce pas, ces pays revendiquent plus de souveraineté. La souveraineté. Ils ont eu l'indépendance, c'est là, mais la souveraineté, n'est-ce pas, contrôler les ressources, c'est un des débats, contrôler les ressources, décider de leurs dirigeants, n'est-ce pas, battre monnaie. Parce que le problème de la monnaie aujourd'hui semble être relégué au second plan, mais on ne peut pas être, n'est-ce pas, indépendant sans maîtriser sa monnaie. La monnaie. Mais tout à l'heure, vous disiez également que pour que l'Union africaine ait plus de pouvoir, plus de moyens de pouvoir atteindre ces objectifs, il faudrait que les États s'effacent un peu, cèdent un peu de leur souveraineté. Or, ce qu'on constate, vous l'avez dit, c'est que les États, de plus en plus, revendiquent leur souveraineté. Alors, face à cela, comment se situer? Il faut se situer par rapport au leadership. Et c'est au niveau des chefs d'État qui doivent avoir cette vision-là. Et je pense qu'en ce sens-là, l'AES est en train de nous montrer l'exemple. On a vu en quelques années combien il y a une forme d'accélération, de création d'un espace inclusif entre ces trois États-là. Eux, on voit bien qu'ils ont une volonté de la part de ces trois chefs d'État, même s'ils sont arrivés au pouvoir de manière anticonstitutionnelle par le biais de putsch. Mais on voit bien qu'à ce moment précis, ces trois chefs d'État, même si ces trois pays-là font face aux mêmes enjeux, notamment enjeux sécuritaires liés à la menace terroriste dans le Sahel, mais on voit qu'au-delà de cet enjeu sécuritaire-là, il y a une vraie prise de conscience de la part de ces chefs d'État-là de la nécessité pour ces États-là, afin de garantir leur pérennité, leur viabilité à moyen et à long terme, d'unir leurs forces et leurs compétences pour faire face aux mêmes défis. Et c'est là où l'Union africaine manque d'efficacité. Il manque d'efficacité parce que c'est trop grand. Et je suis d'accord avec ce que le professeur disait tout à l'heure. Il faut revenir non plus à des blocs de la taille de la CEAC qui compte une dizaine d'États. Il faut revenir à des blocs encore plus petits, à l'image de ce que fait l'AES, 3 pays. Dans la CEMAC, le Gabon peut expérimenter la même chose avec le Cameroun, avec la Guinée équatoriale ou avec le Congo-Brazzaville. Essayer d'amener cette intégration à un niveau au-delà duquel on n'est jamais parvenu du fait de la réticence que les gouvernements successifs ont pu avoir ou cette espèce de méfiance qu'il y a pu avoir entre les différents chefs d'État. En se disant qu'on met de côté ces préjugés-là et on essaie de privilégier l'intérêt commun pour tenter des choses, des expériences. Comment on explique que, d'une part, effectivement, on met en place des politiques d'intégration, on se met ensemble, on construit un bloc commun et d'autre part, on rejette les blocs existants, la CEDEAO, voire même l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il explique? Le problème avec la CEDEAO, c'est qu'en termes d'image, surtout au cours depuis le début des années 2020, elle a posé un certain nombre d'actes qui ont laissé penser aux populations qu'elle était en réalité sous influence extérieure. Le fait que, on l'a vu par exemple sur le cas du Mali, le fait que lorsque le président Ibrahim Boubacar Keïta avait été renversé en 2020, on a mis en place un premier gouvernement de transition qui était dirigé par un ancien militaire, Mbandao, et Mokhtar Diane, qui était son premier ministre.
puis on a vu une forme d'ingérence de la France dedans, et cette ingérence-là a été perçue comme des États comme étant la principale raison de l'échec de la lutte contre la menace djihadiste au Mali. Et donc, le fait que Assimi Goïta ait renversé cette première transition-là et soit arrivé au pouvoir et qu'il ait décidé de changer totalement les règles en se passant de la coopération française et en se tournant vers d'autres partenaires, en l'occurrence la Russie, puis avec les événements qui ont suivi, avec le coup d'État au Burkina Faso pour à peu près les mêmes raisons, et au Niger, l'attitude de la CEDEAO qui a consisté à ne pas soutenir ces États-là en réalité lorsqu'ils faisaient face à la menace djihadiste, mais à leur imposer des sanctions financières qui violait les dispositions de la charte même de la CEDEAO, a été perçu par les populations comme effectivement le fait que donc la CEDEAO en réalité n'avait pas été mise en place pour aider ces pays-là à véritablement se développer de manière coordonnée. Et donc c'est ce changement de la perception du rôle de la CEDEAO, à mon avis, qui est dû à un ensemble nombre d'actes qui ont été, à mon sens, des erreurs qu'elles ont eues dans la gestion de ces crises-là. Parce qu'en fait, ces États avaient beaucoup plus besoin d'un accompagnement sur le plan sécuritaire pour faire face d'abord à la menace djihadiste. Mais on le voit très bien lorsque le président Mohamed Bazoum avait été renversé en août 2023, il était question que certains pays de la CEDEAO devaient prendre les armes pour ramener de force le président Mohamed Bazoum au pouvoir, alors que ce pays, le Niger, faisait face à la menace djihadiste sans qu'aucun pays de la CEDEAO n'ait décidé d'apporter un soutien matériel ou militaire au Niger pour faire face à cette menace-là. Donc, on voit bien là qu'au lieu d'aider ces pays-là qui faisaient face à une menace existentielle, parce que la menace terroriste menaçait la viabilité même de ces États, eh ben, la CEDEAO s'est contentée de frapper les États en imposant des sanctions. Oui. Et ces sanctions qui ont eu des répercussions sur les populations, parce que les populations ne sont pas sorties indemnes de ces situations-là. Et ça a renforcé le soutien au pouvoir, certes putschiste, mais ça aussi accentué, si vous voulez, une forme de méfiance vis-à-vis de cette organisation. De cette organisation. Et là, dans ce contexte, M. Brice Mombo, je voudrais vous entendre rapidement, il ne reste plus beaucoup de temps. Existe-t-il une ligne idéologique claire sur la démocratie, les droits humains ou la gouvernance au sein de l'Union africaine? Mais nous avons déjà répondu en amont. En réalité, comme vous observez, il n'y a aucune ligne directrice. C'est fait selon, n'est-ce pas, les intérêts des uns et des autres. Ce qui fait qu'à la longue, n'est-ce pas, on va assister à une forme de schisme entre une Afrique qui réclame souverainiste, une Afrique souverainiste, une Afrique qui veut encore rester, n'est-ce pas, sur le pantalon de papa, excusez-moi de parler ainsi. Et l'AES, au cas de l'AES, n'est-ce pas, est un exemple pas tant. Les peuples adhèrent, même si on n'est pas très convaincu de ce qui s'est fait, parce que nous ne sommes pas sur place pour vérifier, mais on a comme l'impression que les peuples adhèrent, n'est-ce pas, au projet souverainiste du Mali, des différents putschistes, si on peut parler ainsi, du Mali, du Burkina et du Niger. Monsieur Lomo, véritablement, on sait que l'institution se donne quand même un agenda, se donne une feuille de route pour essayer d'exister, de fonctionner tant bien que mal. Aujourd'hui, les États ont-ils intérêt à renforcer cette intégration ou bien repenser le modèle de l'Union africaine? Il faut totalement, à mon avis, repenser le modèle parce que le contexte géopolitique mondial a évolué. Et donc, si l'Union africaine veut continuer à se penser comme un grand ensemble, je pense qu'elle n'en a pas les moyens, elle n'en a donc pas la capacité. Et donc, elle sera condamnée à n'être qu'une espèce de coquille vide, ce qu'elle a toujours été jusqu'à présent, où ces sommets sont en fait des sommets de prestige, où d'éminentes personnalités, que ce soit des chefs d'État ou d'autres, viennent pour échanger de façon formelle ou informelle sur un certain nombre de questionnements, mais sans que véritablement ce qui en sortent soit attendu par les peuples et ce qui en sortent soit un peu comme une espèce de... ça signe un peu le là. Regardez un peu ce qui se passe avec les BRICS aujourd'hui. Oui. C'est ce qui se passait avec les réunions du G7. Quand vous voyez les réunions du G7 aujourd'hui, en fait, ce qui en sort n'intéresse plus grand monde. Tout le monde se tourne maintenant vers ce que disent les BRICS. Parce qu'en réalité, ceux qui ont une véritable influence sur le monde, ce sont les BRICS.
vous prenez la Chine. La Chine, c'est la première usine du monde, c'est la deuxième économie du monde. Vous prenez des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont intégré, vous prenez la Russie, ce sont des géants énergétiques. Donc eux, ils peuvent peser sur le prix de ces matières premières-là qui sont indispensables aux économies du monde entier. Et donc on voit bien que ces pays-là commencent à concentrer véritablement l'attention du monde entier parce que l'on sait que c'est vers cet ensemble-là que véritablement l'avenir du monde va se jouer. Il va se jouer. Et c'est là-bas que une institution comme l'Union africaine devrait voir aussi comment jouer toute sa partition là-dedans. Exactement. Comment répondre aux attentes des peuples à travers quoi? La mise en place, par exemple, de la ZLECAf. C'est d'abord ça. La ZLECAf va être, en réalité, la ZLECAf était un formidable outil parce qu'il va permettre déjà d'inverser une tendance qui existe depuis que nos pays ont accédé à l'indépendance. Il faut savoir qu'une enquête de 2020 disait que seuls 14% des échanges sur le continent africain se faisaient entre les États. Et 85% des échanges des États africains se faisaient hors du continent. Or, on ne peut pas développer le continent si on privilégie des échanges hors continent. Il faut plutôt, et c'est l'objectif de la ZLECAf, créer plutôt un marché intérieur, un marché intégré dans lequel il y aura une plus forte dynamique en termes d'échange parce que ça va favoriser les populations locales et ça va leur permettre d'avoir un accès plus rapide à la richesse et ça va permettre d'avoir un vrai impact sur leur développement. Monsieur Brice Mombo, un dernier mot. Comment accélérer la mise en œuvre de ce projet important pour le continent? Zone de libre-échange, mais surtout mettre des petites structures de coprospérité partagées entre les 2 ou 3 États. Pas aller au-delà de 3, ça va être très compliqué parce que nous n'avons pas des moyens qu'il faut. Mais déjà, il y a un projet intégrateur qui peut faire avancer le Gabon. Le Gabon a décidé, n'est-ce pas, de ne plus exporter son manganèse d'ici 2029. Mais il faut aller plus loin. Pourquoi pas faire du Gabon la place forte, n'est-ce pas, la place forte de la production de l'acier au monde? Il faut y réfléchir. Il faut y réfléchir. Effectivement, mettre l'accent sur l'économie pour garantir la prospérité des peuples et commencer par le bas, éviter les très grands blocs, mais renforcer davantage la coopération sud-sud entre États, 2, 3 ou voire plusieurs. C'est cela qui pourra aussi renforcer donc, les structures, hein, les fondations de l'Union africaine et finalement réaliser le rêve des pères fondateurs pour une Afrique unie et indépendante. Merci, messieurs. Merci d'avoir pris part à cette discussion ô combien instructive. Je rappelle que nous discutions donc du thème « L'Union africaine, une idéologie ambiguë » et je recevais M. Brice Mombo qui est enseignant d'histoire-géographie et à ses côtés M. Jean-Paul Auger-Olomo qui est spécialiste des relations internationales. Le débat du 12-15, c'est déjà la fin, mais ne ratez pas, l'actualité se poursuit sur Gabon 24. À très vite.